Le ciel du Sahel, silencieux et immobile, s'est soudainement animé par l'ombre d'un drone MQ-9 Reaper. Son objectif n'était pas un groupe rebelle, mais un convoi présidentiel en route vers le nord du Burkina Faso. À bord de l'un des véhicules blindés, Ibrahim Traoré, un homme qui n'était pas simplement un président, mais un symbole du défi à l'ordre mondial imposé par l'Occident. À ce moment précis, son destin allait être décidé par la technologie militaire la plus avancée. Mais quelque chose allait empêcher le pire, un grain de sable dans la machine fatale. Ce matin-là, Ibrahim Traoré ne savait pas qu'il allait frôler la mort. Un simple détour, une décision prise en quelques secondes, a permis de sauver sa vie et d'éviter une frappe militaire qui aurait pu changer à jamais l'histoire de son pays. Ce moment de survie n'était pas qu'une question de chance, mais le résultat d'un engagement profond envers la souveraineté et l'indépendance de son peuple. Alors que le Burkina Faso se trouvait en pleine tourmente, il a été confronté à une question de principe. Protéger sa nation contre l'ingérence étrangère ou accepter une soumission silencieuse aux puissances qui manipulent les fils du pouvoir. Dans les heures qui ont suivi, une vérité douloureuse s'est imposée. La lutte pour la souveraineté ne se limite pas à la défense du territoire, mais concerne la préservation de l'honneur national. Et pourtant, cette épreuve ne faisait que commencer. Ibrahim Traoré allait bientôt se rendre compte qu'une autre guerre se préparait, plus insidieuse encore, pour l'avenir de l'Afrique. Tout a commencé à 10h42, lorsque le radar du Burkina Faso a détecté une signature étrange dans le ciel, au-dessus de la capitale Ouagadougou. Il s'agissait d'un MQ-9 Reaper, un drone de surveillance militaire de fabrication américaine, utilisé par l'OTAN dans des conflits internationaux. Mais cette fois, l'objectif n'était pas un groupe terroriste ou une organisation extrémiste. L'objectif était bien plus symbolique. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Dans un geste tactique, il a ordonné à son convoi de changer de trajectoire, une décision qui allait modifier le cours des événements. La cible du drone, pourtant, n'était plus là. Quelques secondes plus tard, le missile Hellfire X, connu pour ses frappes chirurgicales, s'est détaché de l'aile du drone. Cependant, au lieu de toucher le convoi présidentiel, il a frappé un camion civil qui suivait le cortège. 3 vies innocentes ont été perdues en un instant. Mais ce n'était pas le seul dérapage. L'incident n'a pas fait les gros titres internationaux, ni suscité de condamnation. Au contraire, il est rapidement tombé dans l'oubli, dissimulé sous le poids de la diplomatie et du silence. Cependant, pour Ibrahim Traoré, ce moment n'a pas été qu'une simple attaque manquée. Il a été une révélation. La vérité était désormais claire. L'Occident ne voulait pas seulement contrôler le Burkina Faso, il voulait étouffer toute tentative d'indépendance. Cette frappe avortée a éveillé un sentiment de défi chez le président. Un défi à l'ordre mondial, à l'ingérence et à l'hypocrisie des puissances qui manipulent les événements à leur guise. Mais cette expérience n'était que le début d'une lutte plus vaste. Le silence des puissances occidentales face à l'attaque a révélé une fracture profonde. Ibrahim Traoré n'était pas un homme de paroles vaines. Après l'attaque ratée, il n'a pas cherché à répondre avec la violence, comme l'auraient fait d'autres dirigeants. Au contraire, il a choisi de répondre par la vérité, de partager des preuves avec son peuple et avec le monde entier. Ce choix n'était pas simplement stratégique, il incarnait une vision plus grande, celle d'une Afrique qui refuse de se soumettre aux diktats des puissances étrangères. Lors de son discours à la télévision nationale, il a déclaré avec calme mais fermeté « Nous ne nous cacherons pas la vérité, même si elle rend les puissants trembler. » Ces mots résonneraient à travers le continent africain, apportant un nouveau souffle à ceux qui luttaient contre les forces coloniales, même de manière invisible. Pour Traoré, la souveraineté n'était pas qu'une question de politique, mais un droit fondamental. Un droit qui allait au-delà de la simple défense militaire. Il s'agissait de la protection de la dignité humaine, de l'autodétermination des peuples africains. En agissant ainsi, il a ouvert la voie à un nouveau type de résistance,
Ce n'était pas une rébellion armée, mais une rébellion de la vérité et de la transparence. Il a compris que l'unité de son peuple ne viendrait pas de la force des armes, mais de la force de la vérité. Ibrahim Traoré savait que son geste allait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il représentait désormais un symbole d'indépendance, non seulement pour son pays, mais pour tout le continent africain. Le jour de l'attaque ratée, le convoi présidentiel se dirigeait tranquillement vers le nord du Burkina Faso. Les véhicules étaient banalisés, sans escorte visible, conformément à la philosophie d'Ibrahim Traoré. Pour lui, un leader qui se cache derrière des murs blindés a déjà renoncé à la moitié de sa liberté. Mais ce matin-là, la liberté allait presque lui coûter la vie. Alors qu'il traversait la route poussiéreuse, l'alerte a jailli à 10h42. Un objet inconnu se dirigeait rapidement vers le convoi. Il ne s'agissait ni d'un oiseau, ni d'un avion commercial. Le radar avait détecté un vol non identifié à une altitude juste en dessous des 12 000 pieds, un phénomène étrange pour les autorités locales. Le temps était compté. En quelques secondes, l'opérateur du radar a lancé un balayage automatisé. L'image sur l'écran a révélé la silhouette familière d'un drone MQ-9 Reaper, un modèle largement utilisé par les forces militaires internationales. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une mission ciblée. La trajectoire de vol du drone indiquait qu'il se dirigeait directement vers le convoi présidentiel. À ce moment-là, les agents de sécurité de Traoré ont reçu l'alerte et immédiatement, un changement de trajectoire a été ordonné. Mais ce changement était trop tard pour les civils qui suivaient à distance. Le convoi présidentiel était déjà hors de portée. À 10h48, l'attaque a eu lieu. Le missile Hellfire, connu pour sa capacité à effectuer des frappes chirurgicales, a été lancé. Mais l'erreur était tragique. L'objectif était déjà parti. Au lieu de détruire le convoi de Traoré, il a frappé un camion civil transportant des réservoirs d'eau. 3 innocents ont perdu la vie. En quelques secondes, un acte de violence militaire a pris la vie de ces civils sans défense. Mais les véritables victimes seraient peut-être encore à venir. Le monde n'a pas réagi. Les médias occidentaux ont gardé le silence. Le Burkina Faso, pourtant, était pris dans un tourbillon de questions sans réponse. Comment un pays qui n'avait jamais déclaré la guerre à qui que ce soit avait-il été attaqué de cette manière? Était-ce un accident, une erreur technique, comme certains voulaient le faire croire? Ou était-ce un message envoyé par une puissance mondiale contre un leader africain qui défendait l'indépendance de son peuple? Quelques heures après l'attaque, Ibrahim Traoré est apparu à la télévision nationale. Il n'était ni en colère, ni vengeur. Au contraire, son discours a été marqué par une calme détermination. Il a promis de révéler la vérité, peu importe les répercussions. La vérité, même si elle dérange, sera notre réponse, a-t-il affirmé. Ces mots, qui n'étaient pas simplement une promesse, ont fait écho à travers tout le pays, lit Spacey. Mais au-delà du Burkina Faso, ils ont traversé les frontières africaines. L'attaque ratée, l'impunité des responsables et la résilience de Traoré ont fait naître une vague de solidarité à travers l'Afrique. Le message était clair. L'Afrique ne serait plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. L'Afrique se levait, non pas par la force, ni par la vérité. C'était un tournant dans l'histoire politique du continent, un tournant qui allait marquer le début d'un éveil collectif. Après l'attaque manquée, Ibrahim Traoré n'a pas hésité à dévoiler les preuves. L'objectif n'était pas seulement de montrer qu'il avait échappé à la mort, mais aussi de prouver au monde entier qu'il avait été pris pour cible de manière intentionnelle. Les fragments du missile, les enregistrements radar et les témoins oculaires ont formé une toile de fond solide pour exposer la vérité. L'incident, qui aurait pu être enterré sous des discours diplomatiques, est devenu un témoignage accablant des pratiques militaires secrètes utilisées par des puissances extérieures contre une nation souveraine. Les premières analyses des débris ont montré que le missile utilisé n'était pas un type d'armement classique. Le R-5X, surnommé Bossigne, missile ninja, en raison de ses 6 lames de carbure utilisées pour couper des cibles spécifiques sans détruire tout l'environnement, était une arme de précision utilisée par les États-Unis et l'OTAN. Mais ce qui était encore plus significatif était la trace de cette attaque. L'OTAN, tout en restant silencieuse,
n'a jamais cherché à fournir une explication crédible. Le missile avait été déployé à partir d'un drone MQ-9 Reaper, un appareil bien connu pour ses frappes de haute précision au Moyen-Orient. Mais cette fois, il avait volé bien au-delà des limites de l'autorisation internationale. Une fois les enregistrements radar analysés, une autre vérité a émergé. Les données ont révélé que l'engin avait pénétré l'espace aérien burkinabé sans autorisation préalable. Le radar, qui avait été modernisé récemment avec l'aide d'un système chinois, avait détecté une intrusion à plus de 12 000 pieds. Ce n'était pas un vol commercial, mais bien une mission militaire menée par une puissance étrangère, et ce sans aucun respect pour la souveraineté du Burkina Faso. De plus, la trajectoire du drone a montré qu'il se dirigeait directement vers le convoi présidentiel, un ciblage qui ne pouvait pas être une simple coïncidence. Les procédures accumulées ont été rendues publiques sous forme de documents, d'images satellites et de rapports détaillant la trajectoire exacte du drone et des témoins qui ont observé l'incident. Les débris du missile, marqués par des identifiants américains, ont été photographiés et analysés. Cette transparence, loin d'être un simple geste symbolique, est devenue une déclaration claire et indiscutable. Ibrahim Traoré n'était pas une cible accidentelle. Il était la cible d'un message, un message de l'Occident destiné à lui faire comprendre que l'indépendance avait un prix. La réaction mondiale a été bien différente de celle attendue. Les puissances étrangères, bien qu'ayant la capacité d'intervenir, sont restées silencieuses. Ce silence a parlé plus fort que n'importe quel discours diplomatique. À l'échelle internationale, on attendait des condamnations officielles, mais elles n'ont jamais été prononcées. C'était comme si l'attaque ne s'était jamais produite. Pourtant, pour le peuple burkinabé et pour les Africains dans son ensemble, ce n'était pas qu'un événement isolé. C'était le début d'une prise de conscience collective sur la manière dont les puissances occidentales agissent. En Afrique, les images des débris du missile ont circulé sur les réseaux sociaux, accompagnées de témoignages de citoyens locaux qui ont assisté à l'attaque. Ce n'était plus une simple histoire nationale. Cela devenait un symbole, un catalyseur pour toute l'Afrique. Et alors que le monde restait figé, le message de Traoré se propageait. La vérité ne doit jamais être étouffée, même si elle dérange les puissants. L'attaque ratée contre Ibrahim Traoré n'a pas seulement réveillé une conscience nationale, mais a également mis en lumière deux grands récits opposés qui ont façonné l'histoire politique du Burkina Faso et, par extension, de l'Afrique. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient en la nécessité de s'allier avec l'Occident, de renforcer les liens avec des puissances comme la France et les États-Unis, en échange d'un soutien militaire et économique. Pour eux, les événements qui se déroulaient en Afrique, notamment au Sahel, étaient le résultat de la nécessité d'une intervention internationale pour lutter contre le terrorisme et les groupes extrémistes. Ces partisans de l'Occident voyaient dans la présence militaire étrangère un mal nécessaire pour maintenir la stabilité, même si cela impliquait de fermer les yeux sur les véritables motivations de ces interventions. Ils arguaient que la sécurité des nations africaines dépendait de leur capacité à coopérer avec les grandes puissances mondiales. De l'autre côté, Ibrahim Traoré a pris une position diamétralement opposée. Lui et son gouvernement ont plus refusé de se laisser gouverner par des puissances extérieures. Pour lui, l'intrusion étrangère dans les affaires du Burkina Faso et plus largement de l'Afrique était inacceptable. C'était une atteinte à la souveraineté nationale, un déni des droits des Africains à déterminer leur propre avenir. Traoré n'a pas cherché à se venger, mais a plutôt mis en avant la transparence et la vérité comme réponse. Sa décision de révéler les preuves de l'attaque et d'affirmer haut et fort que le Burkina Faso n'était pas une colonie a résonné bien au-delà de son pays. Elle a incarné la volonté de l'Afrique de se libérer des chaînes invisibles du colonialisme moderne. Le contraste entre ces deux visions a déclenché un débat intense. Les partisans de la collaboration avec l'Occident ont tenté de discréditer Traoré, le qualifiant d'irréaliste, voire d'extrémiste, en raison de sa position ferme contre l'ingérence étrangère. Mais pour les citoyens burkinabés et les peuples africains en général, Traoré est devenu un symbole de résistance.
En refusant de se soumettre, il a montré que l'Afrique pouvait se lever pour sa propre indépendance, même face aux pressions extérieures. Cette opposition entre les deux récits, la coopération avec l'Occident ou l'indépendance totale, n'a pas seulement eu des répercussions sur le Burkina Faso. Elle a ouvert une nouvelle phase dans l'histoire africaine. La question qui se posait désormais était « Qui allait mener l'Afrique vers son avenir ?» Ceux qui souhaitaient maintenir la dépendance ou ceux qui croyaient en un continent autonome, capable de se gouverner lui-même et de protéger ses citoyens contre toute forme d'intrusion étrangère? Le silence mondial après l'attaque du drone a fait éclater une vérité plus profonde. L'Afrique ne pouvait plus se contenter de réagir aux événements extérieurs. Elle devait désormais prendre l'initiative. Cette prise de conscience a provoqué un bouleversement majeur dans la manière dont l'Afrique s'est vue et comment elle était perçue dans le monde. Ibrahim Traoré, en refusant de se soumettre, a non seulement survécu à l'attaque, mais a également allumé une flamme d'espoir pour les autres nations africaines. Ce moment n'était pas une simple victoire individuelle, mais un signal fort que l'indépendance ne se négocie pas. Pour Traoré, ce n'était pas une question de vengeance, mais de respect. Respect de son peuple, respect de la souveraineté de son pays et respect de la vérité. Cette vérité, qu'il a partagée avec le monde, est devenue plus qu'une simple preuve. Elle est devenue un message. L'Afrique ne sera plus réduite au silence, même lorsque la vérité dérange. Et ce message n'a pas été entendu uniquement au Burkina Faso, mais à travers tout le continent. Dans les mois qui ont suivi, une vague de solidarité s'est répandue, unie par la conviction que la souveraineté africaine était plus importante que la coopération avec des puissances extérieures. Les conséquences de l'attaque ratée contre Ibrahim Traoré n'ont pas été immédiates, mais elles ont été profondes. Alors que le monde restait silencieux, les citoyens burkinabés et africains ont commencé à réagir. Ce qui avait commencé comme une simple tentative d'éliminer un leader africain est rapidement devenu un catalyseur pour un mouvement plus vaste, un mouvement pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique. Le peuple du Burkina Faso, comme celui de nombreux autres pays du continent, se sentait pris au piège entre les forces extérieures et un désir croissant d'autodétermination. Pour la première fois depuis des décennies, un leader africain avait montré que l'Afrique pouvait se tenir debout face aux puissances occidentales, sans avoir peur des conséquences. Le peuple burkinabé a vu en Ibrahim Traoré non seulement un président, mais aussi un symbole de ce qui est possible lorsque l'on défend fermement ses droits. L'impact de ce message a traversé les frontières du Burkina Faso. Les discussions sur la souveraineté et l'indépendance ont pris un nouvel élan à travers le continent africain. Dans les rues de Bamako à Addis Abeba, les gens ont répété les paroles de Traoré « Nous ne nous cacherons pas la vérité, même si elle rend les puissants trembler ». Ces mots sont devenus un cri de ralliement pour ceux qui se sont sentis opprimés par des décennies de domination étrangère. Le message d'Ibrahim Traoré a incité des actions concrètes. Des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses capitales africaines. Les leaders politiques ont commencé à remettre en question la dépendance de leur pays à l'égard des puissances occidentales. Le sentiment d'une Afrique unie a pris forme, une Afrique qui ne se contenterait plus d'être un spectateur des événements mondiaux. Le climat a changé. Ce qui avait été perçu comme une attaque isolée est devenu une déclaration contre l'impérialisme. De plus en plus de pays ont commencé à remettre en cause la présence militaire étrangère sur le continent. Les relations avec les anciennes puissances coloniales ont été redéfinies. L'Afrique ne se contenterait plus d'être une zone d'influence étrangère. Elle a décidé qu'il était temps de défendre son droit à l'autodétermination. Les conséquences de cette prise de position ont eu des répercussions bien au-delà du Burkina Faso. L'impact s'est fait sentir dans toute l'Afrique, mais aussi au niveau international. Les puissances occidentales ont été mises sur la défensive. Elles ont été forcées de reconnaître que l'Afrique ne pouvait plus être traitée comme une simple zone d'influence, mais comme un continent capable de prendre ses propres décisions.
Ce moment a marqué le début d'un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique abordait ses relations internationales. L'Afrique a compris que l'unité, la transparence et le respect des droits des peuples étaient essentiels pour renforcer sa position sur la scène mondiale. Mais ce changement n'a pas été facile. Les pressions internationales ont augmenté. Les sanctions ont été envisagées. Cependant, le message d'Ibrahim Traoré a fait écho à travers le continent, renforçant la conviction que l'indépendance ne se négocie pas. Les mois qui ont suivi l'attaque ont été marqués par une série de développements qui ont remodelé l'avenir du Burkina Faso et, plus largement, de l'Afrique. 3 scénarios se dessinaient pour l'avenir à court terme du continent. D'abord, un scénario basé sur la poursuite de la politique de résistance menée par Ibrahim Traoré envisageait une Afrique de plus en plus unie dans sa quête d'autodétermination. Les leaders africains, inspirés par la fermeté de Traoré, auraient progressivement réduit leur dépendance à l'égard des puissances occidentales. Le Burkina Faso aurait ainsi renforcé ses relations avec d'autres pays africains et pourrait devenir le centre d'une nouvelle coalition panafricaine, cherchant à établir des alliances plus profondes avec des nations non occidentales comme la Chine et la Russie. Ensuite, dans un autre scénario, l'Afrique, bien qu'inspirée par l'exemple de Traoré, aurait été confrontée à des pressions économiques et diplomatiques croissantes de la part de l'Occident. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les menaces de retrait d'investissements étrangers auraient pu contraindre certains pays africains à abandonner la voie de l'indépendance économique et politique. Un tel scénario aurait pu entraîner des divisions internes au sein de l'Afrique, avec certains pays cherchant à renouer des liens plus étroits avec l'Occident, tout en abandonnant les principes de souveraineté affirmés par Traoré. Enfin, le troisième scénario, et celui qui semblait le plus probable dans l'immédiat, aurait été une intensification de la lutte pour l'autonomie, accompagnée d'une répression croissante de la part des puissances occidentales. Le Burkina Faso et d'autres nations africaines risquaient de se retrouver dans un état de tension constante avec les puissances étrangères. La lutte pour la souveraineté se serait intensifiée, mais cela aurait pu entraîner des conséquences graves, notamment des conflits armés prolongés, des sanctions internationales plus sévères et une instabilité politique croissante. Ce scénario comportait également le risque de renforcer les forces radicales au sein de l'Afrique, un facteur qui aurait pu déstabiliser encore plus le continent. Toutefois, le plus optimiste de ces scénarios restait celui de l'émergence d'une Afrique unie, où chaque pays, tout en préservant sa souveraineté, participerait à un projet commun de défense des intérêts africains sur la scène mondiale. Ce projet aurait été facilité par des initiatives comme l'African Sovereignty Initiative, lancée par Traoré, qui visait à unir les nations africaines dans la protection de leurs ressources et la lutte contre l'ingérence étrangère, à travers des mécanismes de coopération, d'échange de renseignements et de soutien mutuel. Cette vision de l'Afrique libre et autonome semblait possible, bien que difficile à réaliser dans un contexte de pression géopolitique intense. La prise de position d'Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée à une simple déclaration politique. Elle a résonné profondément dans le cœur de millions d'Africains qui, pendant trop longtemps, ont ressenti une perte de contrôle sur leur propre destinée. Traoré, par son refus d'accepter l'ingérence étrangère, a incarné un symbole de résistance, non seulement contre les puissances occidentales, mais aussi contre l'idée que l'Afrique devait toujours être à la remorque du monde développé. Mais au-delà de l'impact sur la politique africaine, l'action de Traoré a touché le quotidien des populations, particulièrement celle des jeunes générations. Les agriculteurs, les enseignants, les ouvriers, les étudiants, tous ont vu en lui un modèle. Il a montré que la souveraineté ne se limitait pas à des discours, mais qu'elle devait se traduire par des actions concrètes. En refusant de se soumettre aux pressions extérieures, Traoré a offert à son peuple une nouvelle perspective, celle d'un avenir où l'Afrique, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique et culturel, serait maître de son propre destin. Ce sentiment a pris racine dans les communautés locales. En ville comme en campagne, les gens sont
ont commencé à revoir leur perception de la place de l'Afrique dans le monde. Les jeunes, en particulier, ont commencé à s'interroger sur leurs propres choix de vie, leur avenir, et la manière dont ils pouvaient contribuer à l'émergence d'un continent plus autonome et respecté. Dans les universités, des discussions sur l'indépendance et la souveraineté ont pris de l'ampleur. Pour beaucoup, Traoré n'était pas seulement un dirigeant politique, il devenait un guide spirituel, incarnant la dignité d'un continent longtemps exploité. Ainsi, le message de Traoré a pris une dimension plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de politique. Il s'agissait de redonner à l'Afrique le pouvoir de se réinventer. Face aux défis de l'indépendance et de la souveraineté, Ibrahim Traoré a compris qu'une simple résistance ne suffirait pas. Pour véritablement protéger la nation et les ressources du Burkina Faso, un plan stratégique à long terme devait être mis en place. Ce plan n'était pas seulement une réponse aux attaques extérieures, mais un projet pour construire un avenir autonome et prospère. Traoré a initié plusieurs réformes, tant sur le plan économique que sur le plan diplomatique, afin de garantir que le Burkina Faso puisse se tenir debout face aux pressions internationales. D'abord, le premier pas de cette initiative a été de renforcer les liens avec d'autres nations africaines, partageant les mêmes aspirations. L'idée de créer un bloc panafricain de défense et de coopération économique s'est rapidement développée. Ce bloc n'était pas seulement une réponse à la menace étrangère, mais un moyen de soutenir des projets communs, notamment en matière de défense, de commerce et de développement. Chaque pays membre aurait contribué selon ses capacités, tout en bénéficiant du soutien mutuel dans les moments de crise. Ensuite, le deuxième volet de la stratégie a été la modernisation de l'infrastructure économique du Burkina Faso. Traoré a lancé des projets d'exploitation des ressources naturelles du pays, tout en cherchant à limiter les investissements étrangers qui venaient avec des chaînes invisibles. L'objectif était de rendre l'économie nationale autosuffisante. Le Burkina Faso se tournerait vers une agriculture plus durable, un secteur minier plus contrôlé par l'État et des infrastructures énergétiques adaptées aux besoins du pays. Enfin, la diplomatie burkinabé s'est orientée vers une politique de transparence et de réciprocité, cherchant à établir des relations avec des puissances émergentes tout en se distançant des anciennes puissances coloniales. Les négociations avec la Chine, la Russie et d'autres pays ont permis d'établir de nouveaux partenariats, non seulement en matière d'investissement, mais aussi en matière de sécurité. L'objectif était clair, rendre le Burkina Faso non seulement souverain, mais aussi un acteur clé sur la scène internationale. Le courage de Ibrahim Traoré, manifesté face à la menace du drone et la pression des puissances mondiales, ne s'est pas limité à un seul acte héroïque, mais a redéfini l'idée même de la souveraineté pour l'Afrique. La bataille pour la vérité qu'il a menée a fait écho à travers le continent, offrant à chacun une nouvelle perspective sur ce que cela signifie être libre et indépendant. Cette aventure n'était pas simplement politique, elle était morale. Elle a touché la fibre la plus intime du peuple burkinabé, mais aussi de l'ensemble des Africains. Ce que Traoré a compris, c'est que la vérité est plus puissante que la violence. Le combat pour la vérité devient un catalyseur pour un changement durable. Comme une flamme dans l'obscurité, la lutte de Traoré a inspiré une génération entière à rêver d'un avenir où l'Afrique n'a pas besoin de validation extérieure pour exister, mais où elle se redéfinit par elle-même. Son appel à la transparence, à la justice et à la souveraineté a résonné comme un écho lointain, mais clair, pour tous ceux qui croient que le courage et l'indépendance peuvent surmonter l'oppression. En fin de compte, la victoire de Traoré n'était pas de survivre à un missile, mais de survivre avec sa dignité intacte. Ce moment historique, où Ibrahim Traoré a défendu son pays et l'Afrique contre l'ingérence extérieure, n'est pas seulement une leçon de courage, mais aussi un appel à l'action pour nous tous. C'est un rappel que l'indépendance n'est pas simplement un droit, mais une responsabilité. Une responsabilité qui appartient à chaque citoyen, à chaque jeune Africain qui rêve d'un avenir où la liberté, la vérité
et la justice sont les piliers de la société. Si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire son propre destin, alors vous aussi vous faites partie de cette révolution silencieuse qui se prépare. Rejoignez ce mouvement, non seulement par vos paroles, mais par vos actions. Ensemble, en soutenant les efforts de leaders comme Ibrahim Traoré, nous pouvons participer à la construction d'un avenir où l'Afrique sera respectée, indépendante et fière. N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. Commencez dès aujourd'hui à faire entendre votre voix, à défendre la vérité et à lutter pour l'autodétermination de notre continent. N'oubliez pas, l'histoire de l'Afrique n'est pas écrite par ceux qui la dominent, mais par ceux qui se lèvent pour défendre ses valeurs.